La Tigna c'est boule. Ah la Tigna c'est très très boule. Sûr que c'est pas une calebasse que tu as. Non, je pense pas. Je pense pas. Pour l'instant, j'ai cette chance là. Je dis pas que j'ai une chance capillaire parce que bah vous avez déjà vu. Oh, des fois je revois des vidéos de moi de crypto recherche ou quoi avec une coupe effrayante il y a 6 mois, tu vois. Et je me dis waouh. Et je sais que la coupe elle est pas beaucoup mieux maintenant, tu vois. Mais je me suis dit j'étais sans gêne. Je me suis dit j'étais vraiment sans gêne. C'était terrible. Je vois la coupe, je faisais oh putain, sur des vidéos crypto recherche et tout, je fais les mecs. Vous auriez pu m'en parler. Vous auriez pu me le dire. BlackRock et ce bon vieux Larry Fink, la société d'actifs sous gestion la plus grosse au monde, qui a admis il y a pas longtemps que 1 à 2% d'allocation de Bitcoin dans son portefeuille était quelque chose de raisonnable. Quand BlackRock parle, les gens écoutent. Quand BlackRock fait, les gens suivent. BlackRock contrôle littéralement le monde, d'accord? Donc, littéralement, le message sous-jacent, c'est les mecs, le marché institutionnel, les nouveaux, les anciens, acheter du Bitcoin. Donc pour nous, 1 à 2%, on se dit ça paraît pas énorme, d'accord? Mais dites-vous que quand même, pour un portefeuille institutionnel, c'est absolument énorme. Il faut se rendre compte que si tous les portefeuilles institutionnels commencent à intégrer du Bitcoin, c'est un vrai tournant. On est dans une période où Bitcoin, c'est impressionnant comme on a shifté depuis quelques temps. Et là, Bitcoin devient un vrai outil politique et un vrai outil institutionnel. En 2021, les mecs, Bitcoin, c'est du blanchiment d'argent. Et BlackRock qui commence à mettre ça en place, c'est logique, hein. J'avais discuté avec quelqu'un quand je faisais un accompagnement qui connaissait quelqu'un de sa famille qui bossait dans un gros fonds, je sais plus si c'était BlackRock. Et en fait, pour lui, c'est extrêmement bullish ce qui s'est passé avec l'ETF. Oui, c'est bullish, bien joué Captain Obvious, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était son oncle, je crois, et il disait, moi je m'en fous complètement du Bitcoin, j'achète pas spécialement de Bitcoin. Par contre, au moment où j'ai vu qu'ils ont créé des ETF, j'en ai acheté. Pourquoi? Parce que les mecs qui font ça là, ils projettent pas sur 2 ans, ils projettent pas sur 5 ans. Ils projettent sur 20 ans, 50 ans. Et si BlackRock fait des trucs comme ça, c'est que BlackRock projette sur 50 ans. Et donc j'aimerais aussi qu'on puisse commencer à shifter un peu notre état d'esprit. Forcément, il n'y a pas de risque zéro, mais qu'on accepte, les gars, que en 2030, le marché des crypto-monnaies sera beaucoup plus haut qu'il ne l'est maintenant. En 2035, il sera plus haut qu'il ne l'était en 2030. Et en 2040, il sera plus haut. Projetons-nous sur plus longtemps et arrêtons d'avoir cette anxiété ambiante des cycles qui, oui, existeront toujours, et surtout sur les altcoins, mais qui n'empêcheront pas Bitcoin d'aller à des niveaux aussi hauts. Donc, annonce très bullish sur BlackRock. Bon, celle-là, on va l'avoir toutes les semaines, un MicroStrategy qui rachète tout. Ils ont racheté 15 000 bitcoins, 1,5 milliard. À plus de 100 000 $. C'est la première fois que MicroStrategy achète des bitcoins au-dessus de 100 000 $. Il y a beaucoup. Je pense que ça a commencé en France. Très peu de gens parlaient de MicroStrategy. J'avais commencé à en parler dans une vidéo et je pense qu'il y a eu une réaction en cascade. Et il y a surtout Asher qu'on a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises sur MicroStrategy. Beaucoup de choses qui font peur à beaucoup de monde. C'est vraiment un gros sujet de ce bullrun. Je vais faire une vidéo dessus dans quelques temps, mais toujours est-il que ce bon vieux Michael Saylor, il ne compte pas stopper la machine, d'accord? Je pense que s'il pouvait, il achèterait toute la supply. Mais par contre, il y a un truc qui est absolument énorme. MicroStrategy, ils vont pas vendre, les mecs. Ils sont pas là pour vendre MicroStrategy. Beaucoup de gens qui croient que MicroStrategy, au moment où ils vont vendre leur Bitcoin, ça va faire un bear market, machin. MicroStrategy n'a jamais vendu et MicroStrategy n'a aucun intérêt à vendre. C'est pas une question de conviction ou quoi. Peut-être qu'ils vont le faire, j'en sais rien. Mais MicroStrategy n'a pas spécialement d'intérêt à vendre. Donc non. Et dites-vous que ça marche tellement bien pour eux que les mecs sont rentrés dans la Dream Team, dans le top 100 de légende, dans le Ballon d'Or, dans le Nasdaq. C'est assez fou ce qui est en train de se passer. Encore une fois, faut quand même qu'on prenne du recul pour voir ce qui est en train d'arriver. MicroStrategy, c'est quelque chose d'énorme. Il y a des fluctuations, c'est du Bitcoin à levier, oui, mais c'est quelque chose qui est assez sympa. Bravo à tous ceux qui ont acheté du MicroStrategy sur la vidéo que j'avais faite en septembre où il était à 130, je crois. Bon, faut flex un petit peu de temps en temps, les mecs. Et c'est très cool. Est-ce que c'est encore le temps pour rentrer sur MicroStrategy sur du long terme? En fait, la réponse est souvent oui sur du long terme à tout. D'accord? Mais on fera une vidéo sur MicroStrategy parce que c'est un gros sujet. Les amis, pour ceux qui ne sont pas encore sur Coinbase, je vous rappelle que vous avez 15 USDC offerts à la création d'un compte en prenant mon lien qui est dans la description. C'est très simple, vous prenez le lien, vous le collez, vous arrivez sur s'inscrire, vous créez votre compte et vous avez juste à acheter n'importe quelle crypto-monnaie, stablecoin inclus. Donc vous pouvez acheter 1 centime de Bitcoin, du USDC, du USDT. Dans les 48 heures, vous avez 15 $ qui vous sont crédités sous la forme d'USDC sur votre compte. Vous pouvez les mettre sur Bitcoin, Ethereum, sur ce que vous voulez. C'est littéralement 15 $ gratuits à la création d'un compte sur la plateforme la plus sécurisée du marché. Donc c'est assez bénéf pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Je vous laisse sur la vidéo. La vie est belle quand même. La vie est pas belle sur les mêmes coins. Ouais, mais vous voyez les mêmes coins actuellement, je sais pas exactement ce qu'ils font, hein. Mais attention quand il y a trop de hype, les mecs. Vous voulez ça? Ouais, quoique là, ça va, la vie est quand même assez belle hein, sur les mêmes coins. Le Pudgy, incroyable d'ailleurs, on en a pas parlé. Mais attention avec les mêmes coins, je le dirai jamais assez. Je vais passer pour un mec trop bearish. J'ai déjà des commentaires sur Twitter de gens qui disaient c'était trop bearish. J'en ai rien à foutre. Attention avec ça. Reprenez votre mise de départ. Ne vous exposez pas trop aux mêmes coins, aux altcoins trop low cap, d'accord? Tout ce qui est gagné rapidement est perdu rapidement. Les mêmes coins sont surcapitalisés sur 2-3 ans, d'accord? Donc forcément un jour ça va redescendre.
c'est comme les NFT. Et les NFT, c'était n'importe quoi. Donc oui, les mêmes coins, etc., tout peut continuer de performer. Mais soyez à l'affût que tout ce qui monte redescend. Et ça, c'est vraiment logique. Point sur la dominance, Bitcoin, on le voit ici, on a eu un gros rush en quelques heures vers les 100K. D'accord, et on s'est pris un retour de flamme absolument énorme de la dominance, ça a été assez radical, mais on a vu que la dominance, bah, elle a aussi fait sa descente aux enfers, on est passé de 61% à 55%, et une fois qu'on est venu retaper les 100 000 $, les investisseurs ont vu que le marché avait commencé à absorber les ordres de vente, qu'il était positionné, et donc ils ont réinjecté dans Bitcoin. Le cycle est infini. Les altcoins montent, Bitcoin stagne, les altcoins montent. D'accord, c'est tout à fait logique si vous étiez là sur les anciens cycles et si vous êtes là sur c'est votre premier cycle. C'est un mécanisme qui existe moins, j'allais dire qui n'existe pas, mais qui existe moins en bear market, mais c'est quelque chose qui est extrêmement courant. D'accord, on a des grandes périodes d'accumulation où bah il se passe pas grand chose, il y a des grosses positions à levier sur Bitcoin le temps qu'on aille purger ça, il y a des volumes sur les alts et après les alts ne font rien pendant que Bitcoin monte, voire les alts peuvent corriger. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je faisais une analyse du Fear and Greed il y a pas longtemps. Le Fear and Greed qui est un peu l'indicateur fou où on regarde un petit peu les tendances de marché, etc. Et j'ai découvert un truc, enfin je le savais déjà, mais je savais pas à quel point c'était fou, c'est que faites attention dans vos analyses du Fear and Greed pour les tops de marché. Parce que le Fear and Greed, si vous décortiquez ce qu'il y a dans le Fear and Greed, il y a de la Bitcoin dominance. Et donc forcément, quand la Bitcoin dominance descend, le Fear and Greed descend, d'accord? Le Fear and Greed, c'est pas que l'indicateur global d'émotion que tout le monde croit. Et en fait, si on regarde l'évolution du Fear and Greed, on voit que dans la période du dernier cycle, en 2020, en novembre-décembre 2020, on était sur des 90, des trucs énormes, quand Bitcoin était globalement à 30-35 000. Mais par contre, quand on a eu le top de marché plus la grosse alt season, le Fear and Greed était à 70, 75. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont basés sur le Fear and Greed en se disant, ok, dès que le Fear and Greed est à 90 ou plus, ou enfin dans des énormes niveaux, je vends. Le problème, c'est que bah c'est pas arrivé parce que le Fear and Greed n'était pas à ce niveau. Donc attention, le Fear and Greed ne note pas des tops de marché. C'est vraiment très important. Alt season ou pas alt season? Est-ce que c'était l'alt season ce qui s'est passé la dernière fois? Non, ce n'était pas l'alt season, d'accord? On voit que quand Bitcoin a commencé à être un petit peu plus stable, qu'on était dans le base camp entre 90 et 100 000, les altcoins ont pété d'un coup et ça y est, on est en alt season, c'est l'alt season, ça monte. Putain, pourquoi ça monte plus? C'est plus l'alt season, ou alors l'alt season est claquée, les altcoins ne monteront pas. Toujours pareil, il y aura pas l'alt season, les altcoins ne monteront pas. Ça fait 2 ans que j'entends ça. Sauf que non, ça marche pas exactement comme ça. Oui, on a vu des alts performer, mais en aucun cas ça a marqué le début de l'alt season. Et l'alt season, c'est encore une fois, c'est pareil que le bull run. Est-ce qu'on est en bull run? Est-ce qu'on n'est pas en bull run? Ça veut dire quoi? C'est une notion qui est très abstraite, donc ce débat est un peu stérile. Mais l'alt season, qui est la grosse période parabolique des altcoins, si on part du principe que l'alt season c'est ça, non, ce n'était pas l'alt season. Et on le voit que depuis hier, bah, c'est Bitcoin qui pump, les altcoins qui bougent plus trop. Et ce qu'on a vu, sur les altcoins, c'était juste un échantillon de l'alt season. D'accord? Je veux pas dire qu'une crypto qui a fait 50% sur 3 semaines, c'est rien. Mais pendant l'alt season, cette crypto-monnaie-là, elle va faire x5. D'accord? Et ce que je veux dire, c'est que la vraie alt season, c'est celle qui débutera quand Bitcoin va commencer sa phase de distribution. Et quand Bitcoin aura sûrement touché un premier plus haut. Là, on le voit très bien si on prend le cycle de 2021. Regardez, c'est hyper intéressant. Vous avez en rouge quand Bitcoin a commencé à faire un premier top et à rentrer dans un range. D'accord? Vous voyez cette zone là. Ça c'est la courbe de Bitcoin, d'accord? On a eu un top de Bitcoin, hop, on a fait un deuxième top, un troisième top, oh, et on est dans une sorte de range, ok? Et pendant cette période là, en bleu, c'est à ce moment là que les altcoins ont une vraie phase haussière. C'est à partir globalement de là. Vous voyez cette période là. Là, on a une phase d'expansion. Mais toute cette période là, je peux pas entourer, il faudrait que je trouve un truc pour entourer, c'est un peu terrible. Mais toute cette période là, où Bitcoin montait, tout le monde se demandait ce qui allait se passer sur les altcoins. D'accord? C'est le total 3 en bleu, c'est la même map. Sauf que ça n'a pas bougé. Les gains se font en fin de période haussière locale. D'accord? C'est là que la phase de distribution de liquidité commence. Alors non, c'est pas que Bitcoin qui va pump et les altcoins qui vont pas bouger. Il y a la liquidité, que ça soit en macro, les taux d'intérêt vont diminuer encore demain. Tout se passe bien. Juste, ça prend du temps. C'est un mécanisme qui se met en place, d'accord? Et clairement, quand on sentira que Bitcoin sera à des niveaux, est-ce que ça sera 110, 120, 115, aucune idée. Mais à ce moment-là, on va avoir une période de stagnation, avec un range, avec un nouveau camp de base comme on a eu entre 90 et 100 000, et là on aura de la hausse sur ça. L'alt season index, on voit qu'on est rentré dans une zone où on s'est directement fait rejeter, d'accord? Alors que si on compare avec le cycle précédent, on y est resté de manière beaucoup plus durable. Ça, pourquoi c'est arrivé? Bah c'est parce que tout simplement, Bitcoin, et on parle de toute cette zone-là, d'accord? Bitcoin était arrivé, entre guillemets, à bout de souffle, où avait déjà donné beaucoup d'énergie, et c'est là que les gens ont commencé à vraiment prendre des profits pour les réinjecter dans la courbe de risque, d'accord? Il faut qu'on se demande si c'est le top de Bitcoin pour que l'alt season se lance, d'accord? Si, pour l'instant, on n'a pas cette 106 000, est-ce que c'est la TH? On n'en sait rien, peut-être, mais on n'a pas cette opinion globale où on croit que c'est le cas. Donc pour l'instant, pas d'alt season, et regardez, encore une fois, tout se passe pareil d'un point de vue temporalité, et je pense que ça continue. Ça fait 1 an que je dis ça fait 1 an que je me fais insulter, ça fait
un an que ça se passe de la même façon. Et regardez, cette zone-là, là, fin 2021, fin 2020, pardon, là, regardez l'index de l'alt-season. Ouais, ok. Mais on a eu là, en début 2021, une vraie hausse. Et là, une alt-season qui a duré très longtemps. Et si vous regardez, ce qui est très intéressant, c'est que l'ATH de Bitcoin, il était, si je dis pas de bêtises, je vais dire de la merde, donc je vais pas le dire. C'était en avril ou en mars? C'était, ouais, il était en avril-mai. Et regardez, cette zone-là, là, mai, juin, juillet, on a encore eu des altcoins qui performent. Et c'est pour ça que le top de marché est aussi si dur à aller chercher. C'est parce que Bitcoin est en train de commencer sa redescente vers le bear market. Bon, après, il y a eu la fin de l'année, etc. Mais bref. Mais par contre, les altcoins performent. Et le top des altcoins se fait toujours un tout petit peu après le top de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est toujours la même jauge dans la prise de profit de ok, je suis en train de cueillir des champignons qui coûtent cher, je me rapproche, il y a une falaise au bout d'un moment, sauf qu'il y a plus de champignons au bord de la falaise, et quel est mon niveau de risque? Ou parce qu'au bout d'un moment, il faut que je me penche pour aller chercher les champignons qui coûtent le plus cher, mais au risque de tomber. C'est exactement la même chose. La métaphore est bancale, mais c'est quand même très important.